Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous abordons aujourd'hui dans Pile et Face la partie responsabilité sexuelle. Alors c'est aujourd'hui une thématique qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. L'objectif, c'est vraiment de discuter un petit peu librement sur ce sujet en fonction de nos recherches. On tient à rappeler qu'on n'est pas des professionnels de santé, que nos informations, on les tire principalement des sites du gouvernement ou de l'OMS, etc. Et on voulait évoquer avec vous en tout cas ce sujet. Générique. Donc, Et voilà, donc je passe la parole à Julien qui va nous parler un petit peu de tout ça. tout à fait. Alors, la responsabilité sexuelle. Premièrement, pour nos chers auditeurs et auditrices, nous allons parler forcément des cas où il n'y a pas de mineur dans les relations sexuelles. Cela n'est pas dû à une petite fainéantise de notre part, c'est juste que c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus long à aborder. Donc cela sera sûrement abordé dans un prochain podcast. Donc nous ne parlerons que de relations sexuelles entre adultes, histoire de nous simplifier un peu le sujet de prime abord. En termes de responsabilité sexuelle, nous avons fait différentes recherches et nous avons trouvé une définition qui nous a semblé être la meilleure. La définition du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Québec nous dit qu'une sexualité responsable réfère à la capacité de prendre des décisions éclairées en matière de protection pour soi et pour l'autre. On va parler aussi bien des protections pour des éventuels IST, anciennement MST, que de protection psychologique vis-à-vis du consentement. C'est d'ailleurs pour cela que nous allons commencer par la partie hygiène, la partie des IST. Max, alors IST, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors les IST, c'est simplement les infections sexuellement transmissibles. Donc pour donner un petit exemple, c'est des infections qui peuvent être transmises par contact cutané lors d'un rapport oral, anal ou vaginal. Elles sont majoritairement asymptomatiques dans leur primo-contagion. Chose que par ailleurs je ne savais pas avant les recherches. Par ailleurs, moi je pensais vraiment qu'il y avait des symptômes pour toutes les maladies. On en entend parler de pas mal d'une trentaine de maladies, notamment liées à 6 agents pathogènes principalement. Et moi j'avais toujours en tête que c'était des choses qui étaient symptomatiques et qu'on pouvait facilement les détecter. En fait, pas tellement de ce que j'ai compris. Tout à fait, Max. Actuellement, sur les agents pathogènes, on sait en traiter 4 qui sont la syphilis, la gonorrhée, la chlamydiose et la trichomonase. Alors, mot compte triple au Scrabble, vous faites des bons points. Par contre, avoir ces infections, pour le coup, c'est une bonne nouvelle puisqu'on sait les traiter. En revanche, on en a d'autres qui sont des infections dites virales, qui sont un peu plus complexes à prendre en charge, même d'ailleurs plusieurs à l'heure actuelle ne sont pas encore à traiter, c'est-à-dire on peut seulement les prévenir ou diminuer les signes. Il y a notamment l'hépatite B, le virus herpès simplex ou HSV en simplifié, le VIH et le fameux papillomavirus humain que vous avez peut-être déjà entendu parler. Max, l'OMS, elle parle de quoi du coup par rapport aux IST ? L'OMS, finalement, elle dit que plus d'1 million de personnes âgées entre 15 et 49 ans contractent une IST asymptomatique dans la majorité des cas et dont on peut guérir. 374 millions de personnes ont contracté les IST suivantes dont on peut guérir la chlamydiose, la gonorrhée, la syphilis ou la trichomonase. C'est toujours ultra dur pour moi à dire, mais tout va bien. Voilà. Ah, c'est sûr que oui, c'est pas évident. Donc, chers auditeurs et auditrices, si jamais vous avez déjà eu une IST, vous n'êtes pas les seuls. Mine de rien, des millions de personnes, littéralement, l'ont déjà contracté ou le contractent à l'heure actuelle. Donc, pas de culpabilisation. L'essentiel, c'est d'être pris en charge. D'ailleurs, la prise en charge, comment elle est ? Pour les IST bactériennes, le plus souvent, on préconise la prévention, c'est normal, c'est le plus simple, donc le préservatif et le dépistage. Pour les infections virales, là, chaque infection virale n'a pas tout à fait le même protocole. Pour le VIH, on utilise les mêmes solutions, bien évidemment toujours en prévention. Et à l'heure actuelle, on a un traitement antirétroviral. Ça limite le risque d'infection, en fait ça bloque un peu le VIH dans les cellules, ça limite la propagation de la maladie, ce qui fait que plus tôt le traitement antirétroviral est pris, meilleure est l'espérance de vie du patient, puisque la maladie évolue beaucoup plus lentement.
Alors, on est d'accord, par contre, que ça ne protège pas de l'infection d'autres personnes. Il faut être conscient d'être porteur ou non et de prendre en considération une sexualité liée à ça. Exactement. Si vous savez que vous l'avez, que vous êtes séropositif il y a plusieurs années, c'était compliqué d'avoir un traitement pour que ça puisse vous durer longtemps. Aujourd'hui, non seulement vous pouvez durer longtemps, mais si vous en avez conscience, d'autant plus prévenir les partenaires, c'est une protection supplémentaire. En parlant à nouveau des IST virales, il y a également l'hépatite B. L'hépatite B, elle peut être prévenue par le vaccin, et seulement par le vaccin. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, malheureusement, on n'a pas encore de traitement à l'heure actuelle. Et enfin, pour finir, on en a une dernière qui est l'herpès, Max. L'herpès, effectivement, alors contrairement aux idées couramment admises, c'est quelque chose qui est assez répandu. Alors pas dans sa forme génitale, hein, puisque l'herpès, en fait, vous le connaissez très souvent par l'herpès buccal, qui est lié au virus HSV1 et qui, du coup, peut se transmettre dans de très rares cas aux parties génitales. L'idée, c'est de se dire aussi que le HSV2 est le virus qui, du coup, se transmet et fait déclarer en fait l'herpès génital. Et là, on est sur une spécificité qui est la primo-infection, qui est en général, si elle n'est pas asymptomatique, la plus douloureuse, avec une phase symptomatique de 7 à 10 jours. Et ensuite, le virus se met en sommeil. L'idée, c'est vraiment de se dire que c'est un peu comme la varicelle, ça reste bloqué en fait dans certaines zones du corps et ça se met en sommeil et ça fait en fait des phénomènes de récurrence. Alors contrairement à la varicelle, là on est sur un virus qui est un peu plus actif, on va dire, qui a plusieurs phases de récurrence, qui se stabilise avec le temps, voire qui reste asymptomatique. Malgré tout, ça n'empêche pas la propagation. Le dépistage est quelque chose d'essentiel pour vous comme pour les autres et pour éviter de transmettre en tout cas ce virus. En parlant donc de ces virus, nous avons fini la présentation un peu générale. On va parler un peu plus du cas de la France, notamment de l'IST viral qui est peut-être la plus redoutée et la plus médiatisée, le fameux VIH. VIH, virus immunodéficient humain. On parle de séropositivité VIH. Ça, c'est quand, en fait, on a littéralement le VIH, qu'on est porteur. On peut être aussi porteur sain, on peut être porteur malade avec quelques effets, comme on a indiqué avant. Et en France, la séropositivité, ouf, elle est dure à dire celle-là, la séropositivité VIH a augmenté après le confinement. Les chiffres que nous avons trouvés sur Santé publique France démontrent que les cas de 2022 sont supérieurs aux cas de 2019, malgré le confinement qui avait déjà baissé ses chiffres en 2020 et 2021. Sur ces chiffres, par contre, on tient à faire pas un rappel, mais plutôt une mise en lumière. Sur les cas des porteurs de VIH en France, 54% étaient hétéros, 41% étaient homosexuels. Le très faible pourcentage qui reste de 5% se situe entre les personnes trans, les enfants contaminés par transmission materno-fétale, c'est tout simplement la mère qui l'a et qui le transmet via le fœtus à son enfant. C'est très très rare, mais ça arrive. Et évidemment, le dernier cas, cette fois-ci pour d'autres personnes qui ne font pas tout à fait des galipettes au lit, ceux qui utilisent des drogues injectables. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ceci, chers auditeurs et auditrices ? En fait, par rapport à l'image qu'a ce VIH, une image un peu dure qui lui colle encore un peu à la peau actuellement, comme par exemple dans le film Philadelphia, alors c'est un vieux film des années 90, mais qui associait le VIH aux personnes homosexuelles. Et on vient de vous dire que, vous voyez, pas du tout. Ce n'est pas du tout l'image qui doit être faite, c'est un stéréotype très faux, puisque plus de la moitié sont des hétérosexuels en France et au niveau mondial, on est à peu près sur les mêmes tendances. L'image, par contre, a l'air de changer. On a moins cette image actuellement. Notamment le dernier biopic qui parlait de Freddie Mercury n'avait pas du tout parlé de cet aspect-là de sa vie, et c'était tant mieux. Maintenant qu'on a abordé les aspects hygiène, c'est-à-dire littéralement quelles sont les maladies que l'on peut se transmettre, on va passer à comment s'en prémunir. Premièrement, se faire contrôler, aussi bien après un rapport un peu risqué que pas du tout, et évidemment des contrôles réguliers. Ce n'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps que vous ne pouvez pas aller faire un contrôle une fois de temps en temps. D'ailleurs, souvent quand vous faites des prises de sang, fameuses prises de sang que le médecin demande, souvent dans les laboratoires médicaux, ils vous proposent de se dépister pour le VIH. Moi, ça m'est arrivé la dernière fois pour ma prise de sang il y a quelques mois, et je leur ai dit oui, et voilà.
Oui, globalement, c'est ça. C'est que le contrôle, le dépistage sont évidemment la première solution, puisque on a vraiment cet aspect de prévention. Et évidemment, les deux partenaires doivent le faire en même temps. Voilà, ça paraît assez bête de le C'est rappeler, vrai que mais ça c'est vrai que c'était tellement évident pour moi que je ne l'ai même pas précisé, bien évidemment. non, non, mais voilà. Enfin, le nombre de partenaires, en tout cas, parce que il y a d'autres sexualités, d'autres types de sexualité. C'est pas le sujet aujourd'hui, donc voilà. Mais en tout cas, tous les partenaires consentants doivent faire ces dépistages-là pour aller voir un peu cette situation, savoir si jamais ils sont porteurs ou pas de quoi que ce soit, et si c'est pris suffisamment tôt, de toute façon, c'est bien géré aussi derrière. Au-delà de ça, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on a parlé du préservatif masculin, effectivement masculin et féminin, hein, voilà, qui sont des très bons moyens de protection contre ces infections. Effectivement, il reste un dernier moyen qu'on évoque très peu. Et alors, il y a une petite anecdote derrière, c'est l'abstinence. Il y a une petite anecdote un peu rigolote, c'est que, bah, tu sais, enfin, tu l'as peut-être eu toi aussi, quand on était au niveau du collège, normalement, juste avant de voir la sexualité avec ta prof de SVT, et bien, en gros, on te fait des cours d'éducation sexuelle. Est-ce que tu as déjà eu ça? Ah oui, oui, je me souviens même, alors, anecdote d'anecdote, contre-anecdote. J'ai Contre-anecdote. contre-anecdote, j'avais un camarade qui peut-être nous écoute, qui au moment des cours d'éducation sexuelle, nous avions une planche d'anatomie pour définir les appareils génitaux féminins et masculins, et qui a gentiment écrit au niveau de l'appareil génital masculin couille au lieu de testicule, et qui a fait rire toute la classe. Et lui, il était content, la prof un peu moins. Et puis l'idée, c'est vraiment de se dire que sur cette anecdote-là, donc nous, notre cours d'éducation sexuelle, moi j'étais en école privée catholique à l'époque, et donc le cours d'éducation sexuelle, première chose qu'on te dit, le meilleur moyen de te préserver d'à peu près tous les risques, c'est l'abstinence. Début de l'adolescence, on a les hormones en feu, on commence à nous parler un petit peu de tout ça, et là vous avez quelqu'un qui arrive qui vous dit le principal moyen de se protéger de tout, c'est l'abstinence. Aujourd'hui, en étant adulte, je me dis, c'est du génie, et c'est vrai. Voilà. C'est pour ça qu'on en parle de l'abstinence, parce que voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est toujours le moyen le plus sûr. C'est pas faux. Dans certains pays qui n'ont pas la chance d'avoir des préservatifs faciles d'accès et à un prix quand même pas trop élevé, effectivement l'abstinence, ça fonctionne aussi. Petite pensée pour les éventuels visiteurs qui vont dans d'autres pays où c'est difficile d'avoir ce genre de protection. Nous avons parlé des protections hygiéniques, nous avons parlé des risques un peu d'hygiène et de maladie. Nous allons maintenant parler de la partie plutôt psychologique, donc le consentement, et je vais laisser Max en parler parce que c'est un peu son cheval de bataille, comme on dit. Ouais, ça fait partie de, effectivement, l'un de mes principaux combats. L'idée, c'était vraiment de se dire, j'ai même été chercher dans le code pénal, hein, soyons très clairs. On est vraiment parti dans cette idée-là, avec notamment la définition bah, qu'est-ce que c'est que le consentement. Moi, je me suis heurté à un problème à ce moment-là, c'est que le consentement, techniquement, il n'existe que dans le code civil et au niveau des contrats. Et donc là, déjà, première erreur, c'est qu'on se dit, dans le code pénal, il n'y a pas de notion de consentement, etc. C'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, il y a une notion de consentement dans la définition des agressions sexuelles, etc., mais qui n'est pas formulée telle quelle. Je vais vous prendre l'exemple de l'article 222-2 du Code pénal, et alinéa 1 constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Dans le 222-1, alinéa 1, on vous dit que la contrainte peut être physique ou morale. Et là, du coup, on a une définition finalement du consentement qui arrive un petit peu. En gros, ça doit être réciproque, librement exprimé. Il est temporaire. Il peut être retiré à tout moment. Donc, si vous voulez changer d'avis, même au moment où tout démarre et que vous dites non, c'est non. Il n'y a pas consentement à ce moment-là. Et il ne se présume pas. Petit disclaimer un tout petit peu important également, c'est dans la définition que j'ai citée tout à l'heure, il y a notamment atteinte sexuelle commise avec surprise. La surprise, c'est quand la personne est inconsciente ou alcoolisée. Donc ça veut dire
Concrètement, aujourd'hui, quand il y a un doute ou qu'il y a un état modifié par une substance, qu'elle soit légale ou de l'alcool ou quelque chose, une substance psychoactive, il y a absence de consentement. Il n'y a même pas de négociation possible. Donc, vous prenez le numéro, vous rappelez la personne le lendemain quand elle est en état de choisir, mais surtout, vous ne faites rien. Et surtout, pour ceux qui sont aficionados des bars, éventuelles discothèques, vérifiez toujours votre verre ou restez avec des gens proches qui peuvent surveiller votre verre. Très important. D'autres petits disclaimers, notamment, on ne parlera pas tout de suite de l'affaire très récente à Mazan. On ne souhaite pas vraiment traiter de ce sujet tout de suite. C'est un peu trop complexe, il faut aller voir certaines notions juridiques et pousser plus loin nos recherches. Et surtout, l'idée, c'est aussi de ne pas exposer les plus jeunes à un contenu explicite. On estime qu'il est mieux de faire un hors-série sur ce sujet-là pour pouvoir faire en plus quelques avancées de recherche et pouvoir, en tout cas, avoir une parole un peu plus poussée sur ces domaines-là. Et d'ailleurs, à ce propos, nous ne souhaitons pas également nous exprimer dessus puisque l'affaire est toujours en cours, malgré ce que les médias présupposent. Cela appartient aux juges de délibérer. Donc, nous préférons attendre la délibération des juges pour après peut-être en parler dans un prochain podcast. Nous verrons, puisque c'est un sujet un peu plus compliqué et complexe pareillement. Nous préférons rester vraiment sur la définition et sur le consentement pour le moment. Absolument. Et puis, alors, il y a aussi un gros sujet dans l'idée du consentement. Si je suis allé chercher les articles du code pénal, c'est pas pour rien. L'idée, c'est vraiment de se dire que moi, je suis allé voir sur les sites un petit peu, et on a un site qui est arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui est très important, qui donne des conseils. Si vous vous retrouvez dans un cas ou que vous avez connaissance d'un de ces cas, voilà, vous avez un numéro qui est le 3919 pour les femmes victimes de violences, pour leur entourage ou les professionnels concernés. Et c'est une ligne gratuite et anonyme pour savoir comment agir. Vous avez également, dans un cas d'urgence, vous êtes confronté en tout cas à un cas d'urgence, vous avez le 17 qui est le numéro de la police et le 112 qui est le numéro des services de secours. Et nous rappelons aussi que certes, une majorité écrasante de femmes malheureusement sont concernés par le consentement sur cette question très importante. Les hommes aussi, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels. Ces numéros évidemment peuvent être utilisés également pour vous et ce n'est pas parce que vous assistez à quelque chose qui ne vous concerne pas que vous n'avez pas le devoir d'agir. Je vous rappelle que non-assistance à personne en danger, c'est valable quel que soit l'individu et le sexe. Suivez quand même les recommandations du site, ne vous mettez pas en danger, ça c'est une chose qui est principale. L'idée, c'est vraiment de se dire que n'agissez que si vous pouvez agir. Dans l'idéal, montrez bien du soutien à ces personnes, parce que c'est un événement qui est terrible. Et l'idée, c'était vraiment de faire un disclaimer sur le consentement, enfin un sujet, entre guillemets, sur le consentement, parce que ça fait partie des gros traumatismes, que ça a des répercussions folles. Ça concerne à peu près tout le monde, hommes comme femmes, comme personnes transgenres ou non-binaires ou autres. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est pas quelque chose sur lequel il faut se renfermer. Et surtout, si ça vous arrive, parlez-en. Exactement. En faire un tabou, ne pas chercher de l'aide, ce sont les pires choses pour se renfermer sur soi et développer d'autres maladies qui sont bien évidemment dépression et tentatives de suicide. Nous n'en parlerons pas plus que ça, mais sachez qu'il y a de l'aide pour vous et pour les personnes qui en sont sujettes. Moi, je vais finir sur un sujet un peu plus léger parce qu'on vous a sorti beaucoup de chiffres, on a sorti beaucoup d'informations, mais moi, j'aimerais aussi vous parler de deux petites tendances psychologiques que nous avons qui peuvent être importantes à avoir en tête lorsqu'on est sujet justement à cette affaire de consentement et aussi sur le sujet de est-ce que cette jeune fille, est-ce que je dois agir ou pas, ou est-ce que ce jeune homme, ou etc., ou mon ami, etc. Il y a deux choses qui ne sont pas à prendre à la légère en termes de psychologie. Ça s'appelle la technique de la porte. On va revenir sur ce qui était sur le consentement, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez dit une fois oui, par exemple, je raccompagne cette jeune fille ou ce jeune homme, etc., que vous devez dire oui à chaque fois après. Psychologiquement, on a tendance à toujours dire oui et à enchaîner les oui après. C'est une technique psychologique qui est utilisée notamment en marketing et dans les ventes. Donc, méfiez-vous de ceci. Vous pouvez dire non n'importe quand, ne vous sentez pas piégé, ne partez pas sur cet aspect psychologique que nous avons qui est que, comme vous avez dit une première fois oui, vous devez enchaîner les oui. Et la deuxième chose, c'est un effet par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur si vous assistez à un consentement non respecté, qui peut être n'importe quoi,
Vous avez également ce qu'on appelle la déresponsabilisation de masse. Ça veut dire que si vous êtes dans la rue, que vous voyez qu'il y a jeune fille, jeune garçon qui a l'air de se faire traîner malgré lui, malgré elle, par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que vous êtes au milieu d'une foule avec d'autres personnes que vous devez vous sentir déresponsabilisé. C'est-à-dire, si vous sentez que juste vous pouvez y aller et dire «Ah, salut machine, ça va, qu'est-ce que tu fais là?» alors que vous la connaissez pas du tout, ça peut peut-être potentiellement éviter une situation malheureuse. C'est pour ça, n'essayez pas de vous dire «Ah, elle le connaît, il le connaît, etc.» Parfois, il vaut mieux se sentir un peu ridicule quelques secondes et se dire «C'est pas grave, au moins ça me ferait une anecdote marrante», plutôt que de ne rien faire et malheureusement d'apprendre plus tard qu'il y a une situation un peu malheureuse. Je tenais simplement à ajouter ceci. Max, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter peut-être? Non, bah, je pense qu'on a fait bien le tour du sujet. L'idée, c'était vraiment de se dire que, en tout cas, on appelait à la responsabilisation sur ce domaine-là, que ce soit de la part des hommes comme de la part des femmes, comme de la part des personnes non binaires, etc. L'objectif, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vivre une sexualité épanouie, il faut vivre une sexualité responsable. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'une IST, personne n'a envie d'y faire face, d'accord, que ce soit virale ou bactérienne, que les autres sujets qu'on a dépeints, on n'a pas parlé aussi des grossesses involontaires, etc. Bah, mine de rien, ça a un coût psychologique. Encore une fois, l'IVG a un coût psychologique. Ça, encore une fois, on verra si on en parle un jour ou pas. Vraiment, aujourd'hui, c'est un appel à la sensibilisation de la part de notre petite position de non-professionnels, etc., pour se dire, OK, là, maintenant, faut être responsable. Et c'est comme ça qu'on arrivera à quelque chose d'heureux et à quelque chose d'épanoui. Tout à fait. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue et surtout, la responsabilité va aussi de prime abord avec l'information. On espère qu'on vous a assez éclairé pour maintenant être mieux armé et faire face à ces éventuelles prochaines situations, si cela vous arrive. Max, eh bien, je crois qu'on a terminé et on va vous dire à la prochaine. À la prochaine.